Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Motor One Show, non pas sur un essai cette fois-ci, mais vous pouvez le voir, on est dans les allées du Mondial de Paris, une édition 2018 marquée malheureusement par l'absence de quelques grands constructeurs, Volvo, Ford ou encore Volkswagen pour ne citer que, mais avec quand même son lot de nouveautés, on va le voir tout au long de l'émission. Personnellement, j'ai choisi de débuter cette émission devant un véritable coup de cœur, elle est derrière moi, c'est la Peugeot e-Legend, c'est un concept. Mais c'est sans doute le meilleur moyen, en évoquant comme ça les lignes d'une 504 coupé des années 60, de faire aimer les véhicules autonomes et les véhicules électriques aux plus sceptiques. Mais juste avant de la découvrir un peu plus en détail, ainsi que toutes les stars du salon, voici le sommaire en images. BMW, Peugeot, Ferrari, nous commencerons par faire le tour des allées de ce mondial 2018 à la découverte des modèles qu'il ne fallait surtout pas manquer, présentés par nos journalistes sur place. Mondial toujours, mais de la moto cette fois-ci, nos confrères de Motor One Ride vous emmèneront ensuite à la découverte des nouveautés sur deux roues. Exposé durant la quinzaine automobile sur le stand Audi, nous partirons au volant du nouveau Q8 pour un essai sur les routes de Haute-Savoie. Pour terminer, un peu de rêve avec le test musclé de la Nissan GT-R Nismo. Motor One Show, c'est parti! BM présente la nouvelle série 3. Il s'agit de la 7e génération qui évolue mais qui conserve les ingrédients qui ont fait le succès de la berline. Grâce à l'adoption d'un nouveau châssis, elle perd 55 kg et elle sera proposée avec des moteurs essence et diesel, et une version hybride verra le jour en 2019. La BM série 3 marque un très bon point à l'intérieur puisque tout est nouveau. Elle délaisse l'instrumentation analogique au profit d'un écran numérique et à une planche de bord beaucoup plus soignée. La nouvelle BM série 3 sera disponible avec 2 moteurs essence et 3 variantes diesel. L'été prochain, BM commercialisera une version 330e hybride d'environ 300 chevaux. Le lancement de la BM série 3 est prévu pour le mois de mars 2019 à des tarifs encore inconnus. On est sur un stand DS bien rempli cette année avec le nouveau DS3 Crossback, le petit SUV de la nouvelle marque premium française. C'est le deuxième véhicule de la marque après DS7 Crossback. Et ici, on vous présente la version entièrement électrique qui revendique une autonomie de 300 km. Les optiques à l'avant adoptent une forme assez particulière et plutôt assez complexe, tandis que les feux arrière ont été dessinés de manière horizontale. On retrouve également un bandeau lumineux traversant la poupe pour les rejoindre. Autre élément pour le moins original, ce décroché de carrosserie au niveau des portes arrière. Cela fait notamment référence à celui de la petite DS3. Élément intéressant également, les poignées de porte affleurantes à la carrosserie. À l'intérieur, nous retrouvons un ensemble totalement inédit et très largement inspiré de la trame DS. De série, le DS3 Crossback intègre un combiné d'instrumentation numérique. Un écran central de 10,3 pouces, le plus grand de la catégorie, vient s'immiscer au sommet de la console centrale sur les finitions les plus hautes. Le volume du coffre, quant à lui, est annoncé à 350 litres. Nous regrettons l'absence de l'option DS Night Vision, pourtant présente sur le DS7 Crossback, mais nous retrouvons toutefois le système de conduite semi-autonome de niveau 2, DS Pilot. En termes de motorisation, DS proposera 3 moteurs essence dérivés du 3 cylindres 1 litre de PureTech avec des puissances de 100, 130 et 155 chevaux. Concernant les diesels, nous retrouvons 2 moteurs de 100 et 130 chevaux. La grosse surprise, c'est l'arrivée d'une version entièrement électrique avant même une version hybride. Baptisé DS3 Crossback e-Tense, ce dernier est équipé d'un moteur électrique développant 100 kW, soit 136 chevaux et 260 Nm de couple. Une batterie en lithium vient alimenter le moteur électrique et celle-ci peut être rechargée via la récupération d'énergie au freinage et à la décélération. Homologué sous le cycle WLTP, le DS3 Crossback e-Tense revendique une autonomie de 300 km. Mercedes profite du Mondial de Paris pour présenter la nouvelle classe B. Elle a un look plus moderne et grandement inspiré de la classe A. La nouvelle classe B a des lignes plus douces et moins rectilignes. Elle est également plus dynamique avec par exemple cette ligne de toit légèrement plongeante et ses épaules avant légèrement plus musclées.
Grâce à une ligne de toit abaissée, le coefficient de pénétration dans l'air de la nouvelle classe B est de 0,24 contre 0,25 sur le modèle précédent. Selon Mercedes, cela contribue à réduire les bruits de vent. L'intérieur est résolument plus moderne avec cette surface numérique qui intègre 2 écrans. On va également retrouver le système multimédia MBUX qui intègre une intelligence artificielle. Concernant les motorisations, nous allons retrouver des versions essence et diesel dont la puissance varie de 116 à 190 chevaux. Les commandes seront ouvertes en décembre 2018. On est peut-être en face du plus beau concept car sur le mondial de l'automobile 2018. Le concept e-légende qui ne peut pas cacher sa filiation avec la Peugeot 504. On a des lignes acérées, on a des rétroviseurs très effilés, maintenant intégrés avec des caméras. Ce concept, donc, c'était de cultiver, je dirais, l'héritage, une partie de notre ADN de marque, en cultivant finalement l'héritage de la 504 coupé qui va célébrer les 50 ans cette année. Le tout mélangé finalement à toutes les technologies que vont porter finalement la technologie donc, des véhicules électriques et de la conduite autonome. Des technologies de pointe sont également embarquées dans ce concept, comme ces écrans de 29 pouces dans les portières et un autre écran de 12 pouces dans chaque pare-soleil. N'oublions pas également cet énorme écran de 49 pouces incurvé sur l'ensemble de la planche de bord. Au total, ce sont pas moins de 16 écrans de tailles différentes qui sont disséminés un peu partout dans ce cockpit. Vous pouvez passer en mode de conduite autonome juste en activant sur l'écran central les différents modes autonomes, donc il y en a 2 aussi. Et là, l'écran du combiné va disparaître, le volant disparaît complètement sous la planche de bord, qui n'est du coup plus une planche de bord classique mais une barre de son. Et du coup, vous vous retrouvez dans un véritable home cinéma avec un écran de 49 pouces. Côté mécanique, Peugeot a installé un gros pack de batterie de 100 kWh permettant de proposer jusqu'à 600 km d'autonomie en cycle WLTP. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il suffit de 25 minutes pour recharger et récupérer 500 km d'autonomie. La puissance est-elle annoncée à 300 kW, l'équivalent de 456 chevaux et 800 Nm de couple. Le tout étant distribué aux 4 roues motrices, le 0 à 100 est effectué en moins de 4 secondes et la vitesse maximale est de 220 km/h. Reste maintenant à savoir ce que Peugeot compte faire avec ce concept e-légende. On peut toujours par exemple espérer une version de série basée sur la nouvelle Peugeot 508. Si certains constructeurs boudent le mondial de l'automobile 2018, ce n'est pas du tout le cas de Ferrari qui nous présente non pas un, mais 2 modèles, les Monza SP1 et SP2. Inspirées des Barchetta des années 1950, elles évoquent notamment la 166 mm de 1948. Contrairement à ce qu'on appelle un speeder, une barquette n'a pas de capote ni même de pare-brise. Les 2 véhicules se contentent simplement de sauts de vent. Les SP1 et SP2 Monza sont très proches esthétiquement et se distinguent par le nombre de places qu'elles proposent, 2 pour la SP2 et une seule pour la SP1. Caractéristiques esthétiques qui en découlent, le bossage arrière, double ou simple. Mais ne vous fiez pas à leur physique minimaliste, aux 12 airs de voitures rétro, les SP1 et SP2 Monza sont de redoutables hypersportives. Sous leur capot interminable se cache le moteur le plus puissant de Maranello actuellement. Il s'agit du V12 6 litres 5 que l'on trouve notamment sur la 812 Superfast. Mais histoire de faire encore un peu mieux que cette dernière, elles sont un tout petit peu plus puissantes, 10 chevaux de plus pour atteindre 810 chevaux, suffisant pour atteindre 100 km/h en 2 secondes 9, 200 km/h en 7 secondes 9 et dépasser les 300 km/h en vitesse de pointe. Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces 2 autos, sachez qu'il faut compter parmi les meilleurs clients de la firme de Maranello pour en profiter. Comprenez par là qu'il faut justifier de quelques Ferrari dans votre garage et accessoirement avoir 1,6 million d'euros sur votre compte en banque. 499 exemplaires seront produits, la répartition se fera en fonction de la demande. Si on peut encore croiser, comme sur cette Ferrari, quelques gros moteurs essence qui continuent de faire rêver les passionnés, ça ne nous aura sans doute pas échappé. Ici au Mondial de Paris 2018, le diesel n'est plus franchement en odeur de sainteté. En revanche, c'est la fête de l'électrique. Vous l'avez vu déjà tout à l'heure sur le concept Peugeot e-Legend qu'on vous a présenté, mais surtout, il y a des modèles qui arrivent très prochainement sur les routes. C'est le cas juste derrière moi de cet Audi e-tron, déjà commercialisé, qui sera prêt dès 2019. Son concurrent direct, le Mercedes EQC.
Et pour terminer chez les premiums, celui qui ne sera plus un concept pour très longtemps, le BM iX3. Plus abordable, on peut également citer le Kia e-Niro qui flirte avec les 500 km d'autonomie, sans oublier bien sûr la Tesla Model 3 dont on découvre ici sur le stand la version 4 motrices Dual Motor. Avant de continuer, faisons un petit détour par le mondial de la moto, on y retrouve Thibaut de Motor One Ride qui nous présente les dernières nouveautés. C'est news très fort avec Honda qui nous présente une première mondiale ici à Paris. On est en compagnie de monsieur Fabrice Rocoq. Présentez-nous ce petit bijou quand même. C'est un petit bijou qui a été fabriqué spécifiquement pour le salon de la moto et le mondial de la moto à Paris. C'est un concept Neosport Café. Donc le Neosport Café est un concept qui est apparu en début d'année avec 3 cylindrés, 125, 300 et 1000 cm3. Et entre 300 et 1000 cm3, il y avait donc un espace pour développer, je ne vous dis pas encore la cylindrée, mais en tout cas développer quelque chose de spécifique. Le marché français est un marché qui est orienté sur les roadsters. Honda a besoin de dynamiser son offre roadster et donc cette moto est très très importante pour le futur de nos ventes. Est-ce qu'on envisage aussi chez Honda une version A2 pour ce roadster en particulier? La réponse est oui. Elle arrivera évidemment avec le A2, c'est très important. Cette moto, vous êtes censé la connaître puisqu'on vous en parlait déjà le mois dernier dans Motor One Ride. Je veux bien évidemment parler de l'Indian FTR 1200. On en sait un petit peu plus. À côté de moi, le modèle de série. Alors il a un petit peu évolué sur le plan du design par rapport au concept qui a été dévoilé. On pense notamment à cette ligne d'échappement qui n'est plus sous la selle mais un petit peu plus basse. La suspension arrière qui elle aussi se retrouve vraiment déportée. C'est les différences majeures que l'on note. Autrement, on reste assez fidèle au prototype, au concept qui nous avait été présenté, mais on en sait surtout un petit peu plus pour la France. Sachez qu'il y aura 3 versions de disponibles, une version standard, une version S et une version Racing. Pour les infos, sachez que la version standard sera accessible au permis A2, ça c'est une bonne nouvelle pour les jeunes permis. Il faudra tout de même débourser 14 690 € pour cette version standard. À côté de ça, on a la version S, donc qui délivre pas moins de 120 chevaux et plus de 110 Nm de couple. On a 3 cartographies moteurs, on a des suspensions réglables, on a des étriers radio signés Brembo. Bref, sur cette Indian FTR S, au niveau du tarif, il faudra débourser 15 990 € pour la version Racing. Une version Racing qui se justifie par un coloris spécifique. Nouveauté toujours sur ce mondial de Paris chez Suzuki avec Guillaume. Guillaume, on a une icône qui renaît de la production moto, la Katana, version 2 points, même je dirais 3.0. 3.0, oui, tout à fait. On est très heureux d'avoir cette machine aujourd'hui à Paris. C'est vraiment une exclusivité européenne et on est très heureux vraiment d'avoir cette machine qui arrive dans la gamme Suzuki. Ouais. Et la question aussi que je me pose, c'est pourquoi attendre aussi longtemps avant de ressortir une icône comme la Katana? Ça c'est une très bonne question. On a eu, des difficultés, on va dire, chez Suzuki ces dernières années. Et pour nous, le travail qui a été fait ces 2 dernières années, c'était déjà de renouveler la gamme généraliste, entre guillemets, les trails, les sportives, les roadsters. Et aujourd'hui, vraiment, on attaque les segments de niche, donc le néo-rétro. Et donc, voilà, on est en train de revenir sur ces segments-là. Il y a d'autres choses qui vont arriver dans le futur sur des machines beaucoup plus emblématiques et à image forte pour la marque. On reprend le proto de 2000 ans qui a été présenté il y a 1 an. On a retravaillé en interne sur le design, en particulier sur l'avant de la machine, pour avoir vraiment un lien très fort avec la Katana originelle. C'était une envie propre de Suzuki d'être le plus fidèle possible au modèle originel? Oui, complètement, parce que là on travaille sur le segment néo-rétro et donc pour nous c'était très important vraiment qu'il y ait une filiation forte entre les 2 machines. D'une part pour les jeunes à l'époque qui aimeraient, maintenant qui ont les moyens de s'en acheter une pour qu'ils puissent retrouver ce lien, et puis aussi pour créer une véritable histoire autour de la Katana, pour expliquer pourquoi on vient avec cette machine aujourd'hui 3.0 par rapport à l'ancienne. Donc oui, un élément très important. On enchaîne cette fois avec Yamaha et la R125. Alors que Kawasaki a déjà dégainé sa Ninja 125, la mini sportive destinée au permis A1 et permis B revient en force et ça se voit
déjà de l'extérieur avec son nouveau coup de crayon qui rappelle la grande sœur, la R6 et même la R1. Et avec ses nouveaux optiques à LED avant et arrière, elle est beaucoup plus agressive et se revendique nettement plus sportive. Mais croyez-moi, il n'y a pas que là qu'elle évolue, puisque on repense le cadre Delta Box pour plus de rigidité. On a également un nouveau bras oscillant en aluminium. Dans ses entrailles, là aussi, elle évolue avec un moteur qui a été retravaillé. La position des soupapes qui va être variable, qui va s'adapter en fonction du régime moteur. Bref, pour toujours plus de sportivité. Allez, on termine ces news par nos coups de cœur, le petit tour d'horizon des plus belles machines. C'est parti. Ils sont désormais 5 SUV à faire partie intégrante de la gamme Audi qui compte plus d'une vingtaine de modèles. Q2, Q3, Q5, Q7 et désormais Q8, le petit dernier de la famille. Enfin, petit, vous le voyez à côté de moi, il ne l'est pas tant que ça. On est aujourd'hui sur les très belles routes de Haute-Savoie dans la région de Megève pour découvrir celui qui chapeaute désormais la famille Q d'Audi. Audi décrit son nouveau Q8 comme étant son premier SUV coupé. Ah bon ? SUV passe encore, mais coupé, pas franchement. On a bel et bien 5 portes, et non 4 comme on aime à nous le présenter. Alors pourquoi parler de coupé ? Tout simplement pour positionner cet Audi Q8 dans la concurrence directe de ceux qui sont déjà sur le marché. On pense évidemment au BMW X6, le pionnier, mais depuis il y a eu le Mercedes GLE coupé, et très prochainement il faudra compter sur le Porsche Cayenne coupé. Bien qu'un peu plus court que le Q7, le Q8 n'est pas non plus un Q7 coupé. Avec 4,99 m de long et 2 m de large, ses dimensions sont imposantes, mais son physique est visuellement très équilibré. Et finalement, le voir en vrai lui rend plutôt justice. Deux concepts se sont succédés durant l'année 2017 avant d'arriver à cet Audi Q8 de série. Et à quelques détails près, ce dernier en est resté très proche. Vous avez devant vous le nouveau visage de la famille Q qui va prochainement s'étendre au nouveau Q3 mais également à l'électrique avec le e-tron. Alors, signe distinctif, cet énorme calandre single frame avec ce bandeau tout autour qui peut être choisi soit couleur carrosserie, soit en gris comme ici, voire même en noir laqué. Visuellement, il n'y a pas à dire, ça en impose. De profil, la ceinture de caisse haute et les passages de roues marqués donnent la musculature au SUV, tandis qu'à l'arrière, on retrouve cette bande lumineuse sur toute la largeur, très à la mode en ce moment chez les constructeurs automobiles. À l'intérieur, on pourrait presque compter les boutons sur les doigts d'une main. Allez, de deux mains avec ceux qui sont sur le volant, mais de manière générale, tout se contrôle sur les écrans de la voiture, et il y en a 3. 10,1 pouces pour l'écran regroupant navigation et infodivertissement, 8,6 pouces pour l'écran gérant le confort comme la climatisation et le toujours très réussi Virtual Cockpit juste derrière le volant. Alors tout ça est très beau, c'est sûr, mais à moins d'être un maniaque du lavage de main, ça laisse quand même pas mal de traces de doigts. Dernier petit mot sur l'espace intérieur, très généreux pour les passagers qui profitent de l'empattement de 3 mètres, plus long qu'une Smart. La banquette arrière coulissante peut augmenter le volume du coffre qui peut aller jusqu'à 1755 litres, forcément un peu en deçà du Q7. Qui dit coupé dit normalement sportivité, mais cet Audi Q8 ne fait évidemment pas de miracle. Un seul moteur est disponible pour le lancement, le V6 3 litres TDI de 286 chevaux et 600 Nm de couple. Volontaire, plutôt discret à l'oreille et bien aidé par la boîte Tiptronic à 8 rapports, il est largement suffisant
pour emmener les plus de 2 tonnes de ce gros SUV. D'autant que notre version d'essai est équipée des 4 roues motrices évidemment, la transmission Quattro, mais également des 4 roues directrices et de la suspension pilotée. Alors évidemment, le DQ8 sera plus à l'aise pour des longs trajets très confortables sur autoroute plutôt qu'ici sur les petites routes de montagne. Dernier petit mot de l'hybridation légère qui permet quand même de pas mal limiter la consommation. Un parcours off-road sans partir grimper aux arbres nous aura également permis de nous rendre compte de ses aptitudes à sortir des routes. Enfin, si vous ne craignez rien pour vos jantes de 22 pouces. Il faudra attendre 2019 pour voir débarquer d'autres versions déjà annoncées, le diesel de 231 chevaux et l'essence de 340 chevaux. Aussi imposant physiquement qu'il est polyvalent, à l'aise sur la route, en dehors et le tout dans un confort exemplaire, l'Audi Q8 a tous les atouts pour rattraper son retard sur les concurrents. Jusqu'à son prix qui se situe dans la fourchette élevée des gros SUV coupés comme on les appelle. Notre V6 de 286 chevaux débute à 78 300 € et peut grimper au-delà des 100 000 € selon les finitions. Quant à la comparaison avec l'Audi Q7, elle n'est pas forcément flatteuse pour le Q8, alors certes, il est mieux équipé, mais il fait payer son look et ses prestations supérieures près de 10 000 € de plus. L'histoire de la GT-R commence en 1969 avec la Skyline 2000 GT-R, une voiture de sport qui a remporté de nombreuses victoires à l'échelle internationale. Elle fut renouvelée en 1973 puis en 1989 avec la Skyline GT-R qui a inauguré le célèbre 6 cylindres en ligne. En 1999, le monde de l'automobile a découvert la 5e génération, la Skyline GT-R R34 qui développait alors jusqu'à 340 chevaux. En 2005 est présenté le concept de la GT-R R35, qui 2 ans plus tard, voit enfin la lumière du jour. Aujourd'hui, la Nissan GT-R est mondialement connue. Elle a forgé sa réputation grâce à ses performances, mais aussi au cinéma. La Nissan GT-R est commercialisée depuis plus de 10 ans. C'est une icône qui traverse les époques. En 2016, elle a reçu son 4e restylage et une fois encore, elle bénéficie de la version Nismo. C'est une sacrée concurrente aux italiennes, mais également aux allemandes, déjà par son prix, qui est compétitif, mais par ses performances. Il faut rappeler que c'est la 4 places la plus rapide du Nürburgring. La Nissan GT-R Nismo 2017 est animée par le moteur V6 de 3,8 litres qui est couplé à 2 turbos et qui sont issus de la Nissan GT-R de compétition. Le total développe 600 chevaux et plus de 600 Nm de couple et je vous promets que les performances sont juste incroyables avec un 0 à 100 qui est avalé en 2 secondes 8, une vitesse maximale qui plafonne à plus de 300 km/h. Le moteur est plein à tous les régimes, c'est assez incroyable. Il faut dire qu'il est bien aidé par les turbos. Alors, dès qu'on accélère, ça souffle. Et là, on est collé au fond du siège. C'est incroyable. C'est vraiment une voiture qui est développée pour la piste, plus pour la piste que pour la route. Ça demande de la maîtrise et beaucoup de concentration au volant. Il faut savoir que le moteur V6 est assemblé à la main au Japon par des ingénieurs. Alors on les appelle les Takumi et ils sont que 5 dans le monde qui sont habilités à le faire. Tout est extrême sur cette voiture. Déjà la direction qui est très ferme. L'angle de braquage est réduit au maximum et dès qu'on tourne un peu le volant, la voiture réagit en conséquence. La pédale de freinage est très dure. Il ne faut pas hésiter à sauter sur la pédale pour que les 4 étriers de frein entrent en contact avec les disques ventilés. Le châssis est très ferme également, la rigidité est maximale. Alors là, j'ai jamais vu une voiture qui a un châssis aussi ferme. La moindre déformation de la chaussée se paye cash. Et c'est une attraction. C'est juste pas humain cette voiture.
La Nissan GT-R Nismo 2017 est une supercar qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Elle a largement plus de caractère qu'en photo et vidéo et je vous promets qu'elle fait tourner toutes les têtes. La face avant est dominée par tous ses éléments en carbone, ses inserts rouges ainsi que ses entrées d'air. On retrouve également la nouvelle calandre de Nissan avec des lignes qui se prolongent au niveau des épaules de la voiture. Lors de sa conception, Nissan Motorsport a particulièrement soigné l'aérodynamisme de la supercar. Tout a été étudié pour faciliter l'écoulement de l'air. Les éléments aérodynamiques sont en carbone, comme l'aileron, les boucliers, les jupes latérales. Ces éléments offrent un meilleur appui et facilitent la circulation des flux d'air. Nissan n'a rien fait au hasard. Le look, c'est important, mais la performance d'abord. La face arrière est nettement plus réussie que l'avant. Alors là, on tombe complètement sous son charme. On va retrouver ces 4 sorties de pots d'échappement, toute cette partie qui est en carbone, ainsi que cet immense aileron qui plaque la voiture contre le sol. L'intérieur de la GT-R Nismo restylée peut être plus élégant, mais il est dépassé. L'instrumentation est analogique. L'écran central a une interface qui n'est plus d'actualité. Mais peu importe, la GT-R Nismo préfère l'efficacité à l'esthétique. Ok, c'est peut-être pas le plus bel intérieur au monde, mais on va retrouver beaucoup d'éléments en cuir, comme ici, de l'Alcantara, des inserts en carbone ici au niveau de la console centrale. Et en plus de ça, on va retrouver pour cette version Nismo 2 sièges baquets qui ne sont pas inconfortables et qui offrent un très bon niveau de maintien. Alors ici, on a une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports qui passe les vitesses, mais à la vitesse de l'éclair. Et pour ceux qui veulent encore plus de sensations, il est possible de passer les vitesses avec les palettes au volant. Mais je vous promets que c'est même pas la peine puisque la voiture le fait très bien. C'est vraiment une voiture de pilote qui est avant tout destinée pour le circuit, mais elle a été adaptée pour rouler sur la route et c'est assez bluffant. Mais quelle machine! Wouhou! Alors la voiture est complètement rivée au sol, elle ne bouge pas, mais pas d'1 centimètre. C'est une 4 roues motrices qui est typée propulsion, donc il est possible de la faire drifter si on accélère un peu trop tôt, mais bon, c'est pas son objectif puisque je vous rappelle que la GT-R Nismo est avant tout destinée à battre des chronos sur le circuit. Elle est complètement incroyable et les 186 950 € de notre modèle d'essai valent le coup. Pour conclure cette émission au Mondial de Paris 2018, j'ai choisi de vous parler de quelques solutions de mobilité du futur qu'on trouve sur différents stands et notamment ici sur le stand Renault. 3 concepts différents pour 3 utilisations différentes. Derrière moi, là-bas, le concept Easy Pro qui réinvente la livraison et le transport du futur, mais également le concept Easy Go qui lui s'attache à réinventer les transports en commun. Et juste ici, Easy Ultimo, un véritable salon roulant sans chauffeur. Qui sait, peut-être qu'au Mondial de Paris 2020, dans 2 ans, toutes ces solutions du futur seront peut-être déjà dans nos rues. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité automobile sur motorone.com et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À très vite.